modèle de Fisher et Ury, aussi connu comme la négociation basée sur les intérêts. Ce modèle, présenté dans le livre influent Getting to Yes, est l'œuvre de Roger Fisher et William Ury, deux pionniers dans l'étude des techniques de négociation. Le cœur de cette méthode repose sur une idée simple mais puissante. Au lieu de se concentrer sur les positions fermes que chaque partie apporte à la table des négociations, ce modèle nous incite à creuser plus profondément pour identifier les intérêts sous-jacents qui motivent ces positions. C'est en comprenant et en abordant ces intérêts que nous pouvons trouver des solutions mutuellement avantageuses, transformant ainsi les négociations en opportunités de collaboration et d'entente. Ce changement de perspective de la position aux intérêts ouvre la voie à des accords plus créatifs, durables et satisfaisants pour toutes les parties impliquées. Nous allons découvrir ensemble comment ce modèle peut être appliqué dans divers contextes de négociation pour aboutir à des résultats gagnant-gagnant. La démarche de Fisher et Ury se décompose en 4 principes fondamentaux qui guident les parties vers une résolution de conflits efficace et mutuellement avantageuse. Premier principe, reconnaître que les relations interpersonnelles peuvent influencer la négociation et travailler à maintenir une interaction respectueuse et constructive en évitant de personnaliser le conflit. Cela permet de traiter le problème de manière objective. Deuxième principe, identifier et discuter des intérêts sous-jacents qui motivent les positions de chaque partie. En comprenant les besoins, les désirs, les peurs et les préoccupations de chacun, il est possible de trouver des solutions qui satisfont les intérêts de toutes les parties impliquées. Troisième principe, encourager la créativité et la pensée ouverte pour développer plusieurs options de solutions avant de décider. En envisageant diverses alternatives, les parties peuvent découvrir des solutions innovantes qui offrent des avantages mutuels au lieu de se limiter à un compromis entre les positions initiales. Quatrième principe, appliquer des standards et des critères objectifs pour évaluer les options de solutions. Cela peut inclure des références légales, des normes professionnelles, des coûts de marché ou des précédents. L'utilisation de critères objectifs aide à rendre le processus de négociation plus transparent et équitable en fournissant une base commune pour prendre des décisions. Première étape, les parties reconnaissent l'existence d'un désaccord ou d'un conflit et conviennent de la nécessité de le résoudre par la négociation. Cette étape requiert une volonté commune d'aborder le problème de manière constructive. Deuxième étape, avant les négociations, chaque partie se prépare en identifiant non seulement ses propres intérêts, mais aussi en essayant d'anticiper ceux de l'autre partie. Cette réflexion préalable est essentielle pour sortir du cadre des positions figées. Collecter toutes les données pertinentes peuvent éclairer la négociation et aider à établir des critères objectifs. Troisième étape, ensemble, les parties explorent différentes solutions potentielles sans s'engager immédiatement. L'objectif est de générer une variété d'options qui pourraient répondre aux intérêts de chacun. Cette phase de brainstorming encourage la créativité et l'innovation. Quatrième étape, organiser des sessions de brainstorming pour générer des idées sans jugement préalable, encourageant toutes les parties à contribuer. Les options générées sont évaluées selon des critères objectifs convenus. Les parties discutent des avantages et inconvénients de chaque option en tenant compte de leur faisabilité et de leur capacité à satisfaire les intérêts identifiés. Dernière étape, une ou plusieurs options ont été sélectionnées. Les parties s'accordent sur un plan d'action détaillé incluant les étapes à suivre, les responsabilités et les échéances. Il est important de formaliser cet accord pour éviter les malentendus futurs. Les parties se mettront évidemment d'accord sur un mécanisme de suivi pour s'assurer de la mise en œuvre de l'accord et pour réévaluer la situation si nécessaire. Cette démarche favorise non seulement la résolution des conflits de manière plus amiable et plus durable, mais renforce également les relations entre les parties en transformant les négociations en opportunités de collaboration
et d'amélioration mutuelle. Cette approche peut être appliquée directement par les parties en conflit, à condition qu'elles soient disposées à adopter une posture ouverte, à écouter activement et à rechercher ensemble des solutions mutuellement bénéfiques. Les principes de séparer les personnes du problème, de se concentrer sur les intérêts plutôt que sur les positions, d'inventer des options pour un gain mutuel et d'insister sur l'utilisation de critères objectifs sont conçus pour être utilisables par les négociateurs eux-mêmes. Cependant, dans un certain nombre de cas complexes, et lorsque les tentatives de négociation directe échouent à cause de fortes émotions, de méfiance ou de blocage communicationnel, l'intervention d'un médiateur peut s'avérer utile. Un médiateur externe peut aider les parties à clarifier et communiquer leurs intérêts de manière plus efficace, surmonter les impasses émotionnelles ou relationnelles, générer et évaluer des options de manière plus neutre, veiller à ce que le processus reste centré sur les intérêts et à l'abri des dynamiques de pouvoir déséquilibrées. L'ajout d'un médiateur, formé aux techniques de résolution de conflits et à la facilitation des dialogues, peut donc enrichir le processus de négociation basé sur les intérêts en offrant un espace sécurisé et structuré pour explorer des solutions créatives et équitables. En somme, bien que la présence d'un médiateur ne soit pas une exigence intrinsèque de la méthode de Fisher et Ury, elle peut être un atout précieux dans un certain nombre de situations pour faciliter le succès de la négociation. Imaginons un cas pratique dans une entreprise de design graphique où deux associés, Alex et Jamie, sont en désaccord sur la direction stratégique à prendre. Alex souhaite investir dans le développement de nouvelles technologies pour offrir des services de réalité augmentée à leurs clients, estimant que cela positionnerait l'entreprise comme un leader du marché. Jamie, en revanche, pense que l'entreprise devrait se concentrer sur l'expansion de son offre actuelle de services, de design traditionnel, arguant que leur base de clients est plus intéressée par ces services et que l'investissement technologique est trop risqué et coûteux. Alex et Jamie reconnaissent qu'ils ont un désaccord significatif qui pourrait affecter l'avenir de leur entreprise. Ils décident d'organiser plusieurs réunions pour discuter de leur vision et trouver un terrain d'entente. Alex réfléchit aux avantages compétitifs et à l'innovation que les technologies de la réalité augmentée pourraient apporter, mais prend en considération les préoccupations de Jamie concernant les coûts et les risques. Jamie considère l'importance de consolider leur offre actuelle tout en étant ouvert à l'idée que les nouvelles technologies pourraient attirer de nouvelles clientèles. Dans leur première réunion, Alex présente sa vision en mettant l'accent sur les opportunités à long terme et les avantages de se distinguer sur le marché. Jamie exprime ses préoccupations concernant la sécurité financière et la fidélisation de la clientèle actuelle. Ensemble, ils explorent diverses options, y compris lancer un projet pilote de réalité augmentée avec un budget limité, rechercher des partenariats ou des financements externes pour minimiser les risques financiers, élaborer une campagne de marketing pour tester l'intérêt des clients existants pour les services de réalité augmentée. Alex et Jamie évaluent chaque option, considérant les avantages, les coûts et les risques associés. Ils s'accordent sur l'idée d'un projet pilote qui leur permettrait de tester la viabilité des services de réalité augmentée sans compromettre leur activité principale. Ils décident de lancer un petit projet de réalité augmentée en définissant clairement le budget, les échéances et les indicateurs de succès. Ils conviennent également d'intensifier les efforts de marketing autour de leurs services de design traditionnels pour assurer une croissance continue. Alex et Jamie planifient des réunions régulières pour suivre les progrès du projet et évaluer son impact sur l'entreprise. Ils s'accordent sur la flexibilité nécessaire pour ajuster leur stratégie en fonction des résultats obtenus. Cet exemple illustre comment deux parties avec des visions différentes peuvent utiliser une approche de négociation basée sur leurs intérêts pour explorer des solutions créatives et mutuellement bénéfiques tout en gérant efficacement les risques associés à l'innovation. Pour réussir une négociation basée sur les intérêts, il est crucial d'entrer dans le processus de négociation avec une volonté d'écoute et d'ouverture, de se concentrer
sur l'identification et la compréhension des intérêts sous-jacents plutôt que sur les positions fermes. D'être prêt à explorer des solutions créatives et non conventionnelles. La négociation basée sur les intérêts permet de transformer un conflit apparemment insoluble en une opportunité de collaboration et d'innovation. En se concentrant sur les intérêts communs et en cherchant des solutions mutuellement avantageuses, les parties peuvent dépasser les limites de la négociation traditionnelle et construire une relation d'affaires plus forte et plus durable.